dans le cours. L'énigme de vivre, je disais, n'est pas qu'une belle question de cours. Elle peut concerner chacun, pour peu qu'on s'arrête un instant à cette évidence. Quelle est cette évidence-là? C'est que je suis vivant. Et qu'on s'en étonne un peu. Qu'est-ce que vivre? Quand vivons-nous vraiment? Et pour commencer cette archi-activité, celle qui contient et dépasse toutes les autres, se laisse-t-elle replier dans une tranquille définition? Laquelle proposeriez-vous et laquelle proposerions-nous? Une première remarque à faire est que la vie, notre vie, n'a rien de tranquille et qu'elle est soutenue en effet par la force que nous lui consacrons, très inégale selon les moments. Je ne dirais pas uniquement selon les moments, mais selon aussi nos humeurs, selon notre relation aux autres, selon notre conduite, selon notre réussite, selon nos échecs, selon ce qui nous rend heureux, ce qui nous bouleverse, ce qui nous tourmente. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les moments sont parfaitement inégaux. Et c'est la raison pour laquelle je disais que notre vie n'a rien de tranquille. Notre vie n'est pas ce lent fleuve tranquille. Mais elle est toujours caractéristique aussi de notre niveau de vie. Une vie tranquille où si peu arrive en termes d'événements ou de tâches mérite à peine le nom de vie. Les vies enlisées, prisonnières des répétitions ou des habitudes, ne sont un modèle pour personne. Il y a des vies pleines à craquer, grosses de passion, de lutte, de création, de renouvellement, contre les autres et contre soi-même. Et d'autres vies, si pauvres en péripéties, en inventions, et comme tracées d'avance. Ces vies n'ont pas de relief, n'ont pas de consistance, sont insignifiantes. Elles ne provoquent pas en nous, elles ne suscitent pas en nous de passion. Elles sont si tranquilles, si moroses, si ennuyeuses, qu'elles finissent par devenir des vies, comme je le disais tout à l'heure, sans aucun relief. Je ne dirais pas sans aucun intérêt, chaque vie a un intérêt, indépendamment de ses propres et de son ordre de grandeur. Néanmoins, certaines vies sont plus intéressantes que d'autres, certaines vies sont plus importantes que d'autres. La vie est donc bien une question de force. Plus on y verse d'énergie et plus on est vivant, moins on y verse d'énergie et plus cette vie est ennuyeuse et amorphe. Ou, comme le définit le médecin et physiologiste Xavier Bichat, dont je parlerai plus tout à l'heure, comme le disait donc Xavier Bichat dans une célèbre formule qui nous servira ici dans ce cours de départ, la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Je répète, si vous voulez noter, cette formule de Xavier Bichat, B-I-C-H-A-T, la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Question de force donc en chacun, et plus précisément de résistance. Nous retrouvons cela chez Nietzsche, mais François Julien, dans une dizaine d'ouvrages récents, vient de le développer mieux que personne. Je vous enverrai tout à l'heure quelques titres des ouvrages récents de François Julien. Partant donc de Victor Hugo, que l'université française, ainsi que l'Académie française d'ailleurs, a tort de ne pas considérer aussi comme un philosophe. À tort parce que, bon,
On sait que c'est un poète, un essayiste, un romancier aussi, mais Victor Hugo a aussi une dimension philosophique très importante et qui mériterait certainement beaucoup plus d'égards de la part de ses pairs universitaires. Donc je disais, partant donc de Victor Hugo et plus précisément des Contemplations. Je vous rappelle que les Contemplations ont été publiées en 1856. Ouvrage à tous égards central, crucial, au cœur de sa vie tumultueuse. Je vous rappelle aussi que Victor Hugo est né en 1802 et qu'il est décédé en 1885. Ouvrage, je disais, central, crucial, au cours de sa vie, au cœur, pardon, de sa vie tumultueuse, dont il nous dit dans sa préface, très courte, mais à lire de près, parce qu'elle est très importante, qu'il y a versé l'histoire de son âme. C'est une âme, je le cite, c'est une âme, vous trouverez cette phrase dans la préface des Contemplations, c'est une âme qui se raconte dans ces deux volumes, autrefois et aujourd'hui. Or, l'âme ne se confond pas avec le moi. Ce livre n'est pas une autobiographie ou, comme on dit aujourd'hui, une autofiction, mais quelque chose de plus large, de plus vaste. Ne dit-il pas lui-même dans son ouvrage, je le cite, « Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. » Je répète cela parce que cette formule hugolienne est très importante pour la compréhension non seulement des Contemplations, mais pour la compréhension un peu du romantisme hugolien lui-même. Je la répète donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. C'est-à-dire que moi suis vous. Que ce que je dis à propos de moi, vous pouvez le dire à propos de vous. Ce n'est pas une question de transfert, mais d'une espèce d'osmose, d'une espèce de, comment dirais-je, d'une espèce entre le poète et les autres. Le poète n'est pas étranger aux autres. Il n'est pas indifférent aux autres, à leurs sentiments, à leurs amours, à leur bonheur, à leurs souffrances, à leurs douleurs. Il est comme eux et eux sont comme lui. Il reflète ce qu'il ressent et il dit ce qu'il sent. Je répète, hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Les Contemplations se proposent donc d'emblée comme un récit à la potentielle. C'est à force d'y à ce qui lui arrive, du plus dramatique, la mort de sa fille, au plus anecdotique, la rencontre d'une bergère sur la lande, la forme d'un nuage ou le spectacle constamment renouvelé de la mer, que Hugo prétend nous toucher au plus vif et qu'en effet, il y parvient. Son âme rencontre la nôtre, elle y éveille des résonances passionnées. L'âme n'est donc pas quelque chose de personnel, mais au contraire un principe en nous, un principe d'élan, de mélange, de contagion ou de communication. Le propos de l'âme est de se partager, de s'écheveler au gré des rencontres ou des paysages. Il faut imaginer l'âme poreuse, associative ou débordante. Laissant parler la sienne, Hugo ne s'astreint à aucun calendrier. Son récit
n'épouse pas étroitement le fil de sa vie. Et les pièces de ses poèmes zigzaguent ou divaguent selon des dates parfois fantaisistes, qui couvrent exactement 25 années. Une certaine réalité factuelle, historique ou géographique se trouve par lui congédiée. Mais c'est pour mieux écrire à partir de ses hantises, à partir de ses songes, à partir de ses abîmes, à partir de ses douleurs. Euh, c'est la raison pour laquelle ce qu'il écrit ne correspond pas exactement à l'ordre chronologique précis. Les dates s'enchevêtrent un peu. Ce n'est pas le récit d'une vie, c'est le récit de quelques moments de sa vie, agrémenté par son imagination, par sa sensibilité, par son humanisme, par son inventivité, par ses colères aussi, par ses remises en question, par tout le désordre qu'il avait subi et dont il reconnaît lui aussi la profonde influence que ces désordres ont eue sur son existence. Non seulement son existence de père, mais aussi son existence d'homme, souvent amoureux, souvent passionné de la vie, souvent exerçant cette passion sur des personnes qu'il avait connues, au hasard de ses rencontres, qu'il avait aimées, et il a aimé beaucoup de femmes, et il a eu beaucoup de maîtresses, au hasard de ses rencontres aussi, et qui, tous ensemble, tous ces moments-là, constituent en vérité pour lui autant, terme que j'ai utilisé dans le cours en classe, autant d'exutoires, autant de fuites en avant, autant d'échappatoires, autant de moments qui font renaître en lui le désir de vivre et de continuer à vivre, à lutter, à combattre. Vous le savez mieux que moi, j'en ai déjà parlé, ces combats furent nombreux. Ces combats ne furent pas uniquement des combats menés contre lui-même, contre sa tristesse, sa douleur, après avoir perdu sa fille de cette manière si tragique et si accidentelle. Mais ces combats aussi, c'était ces combats contre l'injustice, contre la misère, contre la pauvreté. On leur doit des chefs-d'œuvre, comme Les Misérables, par exemple. Ces combats politiques, ces combats pour la liberté, ces combats qui l'ont conduit loin de cette France qu'il aimait et qu'il chérissait, puisqu'il a été exilé, puisqu'il a été contraint à vivre à Londres et à vivre en exil à cause, justement, de ses positions politiques. Je disais donc qu'il creuse, et pour cela, il disloque, il mêle, il passe du, permettez-moi cette expression familière, il passe du coq à l'âne, ou du minuscule à l'immense, du clair au sombre, et du sombre aux plus noirs abîmes, c'est-à-dire à la mort. Sur le tombeau, dernier mot qu'il utilise dans la préface, pivote l'ouvrage, qui s'achève sur cette date laconique. Guernsey, où il avait vécu, pendant son exil, bien sûr, 2 novembre 1855, jour des morts. Hugo écrit ses contemplations abouchées à la mort. Contempler d'ailleurs n'est pas exactement voir, mais plutôt laisser flotter son regard ou le découper au fil du rêve intérieur ou des lambeaux de son imagination. Templum en latin, c'est aussi la découpe d'un rectangle dans le ciel. Hugo qui sait si exactement poser son regard et sa parole, remplit ici cette parole d'ambre, ce que dit la bouche d'ambre, titre du dernier poème du livre 6, et dilate sa vue pour y accueillir un fond d'invisible, de fantomatique ou d'outre-tempe.
Les Contemplations est un livre qui frôle constamment l'abîme, en s'affrontant au deuil le plus dur, parce qu'il n'y a pas plus dur que le deuil qu'il avait vécu. Il n'y a pas plus dur que la perte d'une fille aimée et chérie, d'une fille dont nous reparlerons plus tard, quand nous lirons ensemble expliquant certains poèmes, mais d'une fille remarquable et merveilleuse, et morte dans des conditions atroces. Les Contemplations, je disais donc, est un livre qui frôle constamment l'abîme, en s'affrontant au deuil le plus dur. Dans cette mesure, l'ouvrage, en effet, résiste à la mort. J'ai parlé tout à l'heure de résistance. La vie est résistance. Et Hugo, ici, résiste justement à la mort. Mais en mettant celle-ci, c'est-à-dire la mort, au centre et en relevant dans l'histoire d'une âme cela justement qui repousse la mort en l'affrontant, qui tente de la cadrer et de dialoguer avec elle, comme pour relever le défi posé par la formule du moraliste français La Rochefoucauld. Je cite La Rochefoucauld, voilà ce qu'il dit. Le soleil ni la mort ne peuvent regarder en face. Je répète cette formule de La Rochefoucauld. Le soleil ni la mort ne peuvent regarder en face. Hugo, pour sa part, l'a tenté. Il a tenté parce qu'il a osé défier la mort, lui résister et la regarder en face. Ou mieux, il a mis désormais au centre de sa vie, aujourd'hui, le soleil noir de la mort, ou plus précisément d'une morte. Léopoldine, couchée depuis septembre 1843 sous la pierre, à laquelle tout ce livre ramène et ne cesse de parler. S'étant bien moqué du poète, faisant en famille tourner les tables, à Jersey, puis Guernsey, 3 ou 4 années durant. Tourner les tables, je vous l'explique, c'est faire des séances de spiritisme. Des séances de spiritisme pour entrer en contact avec sa fille, pour lui parler, pour dialoguer avec elle. Je m'arrête un instant et je vous pose cette question à vous toutes et tous. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une séance de spiritisme? Oui? Non. Alors, une séance de spiritisme, c'est une séance où l'on s'organise autour d'une table, on se réunit autour d'une table et où l'on convoque les morts en les appelant « Esprit, es-tu là ?» Et si l'esprit est là, il répond. Et s'entame ainsi un dialogue avec l'esprit ou l'âme, si vous voulez, de la personne morte. Vous voyez ce que c'est qu'une séance de spiritisme, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, ça va. Très bien, voilà. Ouvrez vos micros et répondez-moi, s'il vous plaît. Vous avez donc la possibilité, voilà, ne laissez pas vos micros fermés, s'il vous plaît, parce que vous devez intervenir et vous serez invité à intervenir tout à l'heure. Voilà. Donc, on s'est moqué de lui à cause de ces séances de spiritisme qu'il a pratiquées avec une amie à lui, qui lui a appris le spiritisme pendant des années pour entrer en contact avec sa fille Léopoldine et lui parler donc. Ces tentatives de spiritisme confirment pourtant la singulière poétique de ce livre, tout entier tendu vers le dialogue avec les morts ou avec l'au-delà. Il arrive un certain moment dans la vie d'un homme où le monde est rempli de plus de morts que de vivants. Ça nous arrive quand nous vieillissons, quand nous prenons de l'âge. Et bien évidemment, plus nous vieillissons, plus nous allons perdre
des êtres chers que nous avons aimés, que nous avons côtoyés, que nous avons fréquentés et qui, à cause du facteur âge, justement, ils vont tôt ou tard mourir. Si bien qu'à un moment de notre existence, nous aurons beaucoup plus dans notre vie, beaucoup plus de morts que de vivants. Ce moment advint dans la vie de Hugo précisément en 1843, à l'âge de 41 ans. 41 ans correspond exactement, mesdemoiselles et messieurs, à l'aujourd'hui du livre. Il avait, à cette époque-là, 41 ans, qui marque aussi le milieu de sa propre vie. Il mourra à 82 ans exactement. Celui qui médite vit dans l'obscurité. Celui qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. Nous n'avons pas le choix du noir. Voilà ce qu'il écrit, voilà ce que Hugo écrit superbement dans William Shakespeare. Je répète ce qu'il avait écrit dans William Shakespeare. Celui qui médite vit dans l'obscurité. Celui qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. Nous n'avons que le choix du noir. Comment ne pas songer devant cette formule au superbe, je dis bien superbe, parce qu'elle le sent, en effet, la vie est encre de Chine, par lesquelles Hugo fixa tant de ses visions surchargées de charbon ou de marques de café, en marge de ces textes. Méditant ces contemplations, à tous égards obscures, qui nous conduisent par les chemins peu frayés de perception ou d'idées, trompés dans la nuit, et le rêve, à mieux comprendre le travail du deuil tel qu'il a été longuement décrit par Freud. Car ce que fait, surtout dans la première partie des Contemplations, et dans les poèmes que nous allons lire, expliquer tout à l'heure et analyser ensemble, ce qu'il fait, c'est un long et douloureux travail de deuil. Freud en parle longuement dans ses ouvrages. C'est une thérapie. C'est le moyen par lequel on guérit. C'est pas le moyen par lequel on s'extrait de la tristesse, de la morosité, des troubles que crée en nous, en chacun de nous, un deuil. S'extraire du chagrin, s'extraire de la tristesse, nécessite un long travail sur soi. Ce long travail de deuil était nécessaire pour Victor Hugo. C'était son aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé dans le cours d'écriture cathartique, d'exutoire, de quelque chose qui soulage, qui nous délivre d'un profond malaise que nous ressentons, qui est en nous et qui nous empêche de continuer de vivre. Écriture cathartique nécessaire pour que le poète, justement, pour que l'homme, pour que Hugo ait cette force, cette volonté de continuer à vivre en dépit du deuil qui était le sien. Donc je disais, tromper dans la nuit et le rêve, à mieux comprendre le travail du deuil, dans son sens freudien, je le rappelle encore, ou que de toute mort renaît la vie. De toute mort renaît la vie, c'est-à-dire qu'il y a résurrection. La résurrection, on y parvient grâce à notre volonté de dépasser ce moment qui a induit en nous une si profonde tristesse et de revenir petit à petit, progressivement, à la vie. Afin que de notre extrême vulnérabilité, de notre extrême fragilité, naisse un surcroît de force ou de l'épreuve qui nous terrasse,
naît un sursaut, un élan. Je reviens à ce que disait La Rochefoucauld, la formule que j'ai citée tout à l'heure, si vous m'avez suivi. Le soleil ni la mort ne peuvent regarder en face. Cette formule bien connue de La Rochefoucauld signale combien Hugo, justement, outrepasser l'interdit posé par le moraliste, je parle de La Rochefoucauld, avec les contemplations, où il prend la mort pour interlocuteur et une morte, sa fille Léopoldine, pour destinataire de ce foisonnant recueil. Il me semble donc opportun, dans le survol critique engagé au sujet de ce livre, à mieux comprendre ce que c'est que le deuil, ses formes, ses issues, ce que je vais faire maintenant à la lumière de l'expérience que nous avons tous du deuil, de cette expérience humaine, de cette expérience universelle. Puisqu'aussi bien Hugo que nous ayons été à l'avance prévenus, dans sa préface, que c'est l'histoire d'une âme et de ses passions, ici mises en mots, mots qui sont aussi, et qui peuvent être aussi, les nôtres. On dit dans le langage de la corrida que le torero fixe le taureau, en l'obligeant à passer par les détours de ses mouvements de sa cape, en l'enrôlant à sa fragile et scintillante silhouette. Au livre 9 des Contemplations, Hugo fixe la mort de son enfant. En quelques poèmes, au livre 4, pardon, je crois avoir dit 9, au livre 4 des Contemplations plutôt, Hugo fixe la mort de son enfant en quelques poèmes qui nous touchent à l'intime, si nous avons nous-mêmes perdu un être cher, si nous avons nous-mêmes vécu une telle tristesse, un tel deuil, et qui témoigne pour chaque lecteur des vertus salvatrices, des vertus cathartiques de l'écriture. Devant la mort, écrire propose un remède, une équivoque consolation. Mais il faut, dans le cas de Hugo, considérer que le deuil extrême de la mort de Léopoldine s'encadre entre deux autres morts. La perte de sa mère, évoquée par Victor Hugo lui-même dans les Contemplations, et que la mort de sa fille ravive. Ne dit-il pas lui-même, à 20 ans, deuil et solitude, après la mort de sa mère, et de la souffrance de l'exil dont j'ai parlé tout à l'heure, dans mon introduction, puisqu'il vivait à Londres, puisqu'il avait été exilé, puisque nous pouvons, pour ses opinions politiques, pour son militantisme, pour sa combativité et pour ses convictions politiques et révolutionnaires. Et l'exil et la souffrance de l'exil, c'est une autre perte pour le poète. Un être cher, comme le fut Léopoldine, est un être qui participe de ma propre chair, qui plonge en moi ses racines, ou prolonge les miennes en lui. Une personne tellement enchevêtrée à mon corps, ou et en même temps à mon esprit, que sa mort signifie un arrachement de moi-même. Ça nous rappelle un peu le vers célébrissime de Lamartine, du poète français Lamartine, dans L'isolement, écrit en 1820. Lamartine dit, je vous
Je vous lis ce vers. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il suffit de lire ce poème de Lamartine, probablement assez mièvre, pour saisir par contraste, par opposition, la force inouïe du verbe hugolien, très supérieur en énergie justement, recréatrice et en puissance visionnaire. Alors que Lamartine est prisonnier du deuil, n'arrive pas à s'extraire du deuil, et le dit lui-même dans ce vers, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hugo part au moyen, par le truchement à l'écriture, grâce à cette confrontation qu'il a, cet affrontement qu'il a avec le deuil, va réussir justement à le sublimer et à le transformer en énergie créatrice, en une manière de dépasser le deuil et d'aller au-delà de la mort elle-même. Soyons justes pourtant. La formule de Lamartine a le mérite de pointer ce phénomène, bien analysé par Freud dans son ouvrage classique publié en 1914, Deuil et mélancolie, selon lequel, selon l'ouvrage de Freud, la mort de l'être cher entraîne d'une façon plus générale la mort du ou d'un monde, soudainement déprécié, soudainement vidé, soudainement insignifiant, dépeuplé, comme le dit Lamartine, à cause de la perte de cet être qui meublait notre vie, qui remplissait notre existence. C'est tout notre environnement familier qui semble d'un coup désinvesti, qui semble d'un coup appauvri, qui semble d'un coup inconsistant. Explique Freud, vivre consistait à placer notre force vitale et